Un droitard fragile termine la carrière de Chris de Position Revue. Il termine sa carrière pourquoi? Parce qu'il le termine sur le marxisme à la loyale, notamment sur l'économie. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une capsule que vous avez sûrement vue, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue, de Chris et moi sur Mos Majorum qui fait une série sur le marxisme. On en parle pas mal et il y a un droitard fragile qui nous a répondu en terminant nos carrières. Non. Ouais, j'ai vu la vidéo, bon, il est sympa, hein, ce youtubeur en soi, moi je l'aime bien. Oui. Par contre, c'est beaucoup de tone policing, hein, c'est pas très très gentil. C'est pas très très gentil. Position, il a dit Mises est un crétin, c'est pas gentil. Moi, ça me fait toujours un peu penser à. Le tone policing, c'est quand même quelque chose de classe, je trouve. C'est-à-dire que quand tu vois, je sais pas, un mec qui dit, un gars qui aime le foot, un prolo qui aime le foot, dire tel joueur c'est une merde, tu vois. Alors, on sait tous que le mec nous met la misère au foot, mais voilà, c'est une critique valable. Par contre, si tu attaques quelqu'un qui est à l'université et qui serait un professeur d'université comme le professeur Mises, là c'est pas bien, c'est vraiment méchant. Et aussi, donc du coup, ce qui se passe, c'est que Chris est dans la sauce au niveau aussi d'une confusion entre prix et valeur pendant le live. Confusion qui est pas tant de la faute de Chris, je trouve, que de la faute de Mos Majorum, qui fait que du coup Chris réutilise les termes de Mos Majorum et des fois on sait pas trop si Chris entend lui-même prix en disant prix ou il entend prix parce que Mos Majorum dit prix mais lui il entend valeur et du coup c'est un peu le bordel. Et donc bref, ce qui s'est passé, c'est que, on voulait répondre à tout ça pour justement mettre au clair les gens sur les confusions entre prix et valeur avec un diaporama pour que tout le monde soit bien d'accord. Bref, Chris, comment ça se passe? Comment est-ce que tu vas? Mais ça va, ça va, ça va. Je me remets doucement de ce react de droitard fragile. Alors moi, je le félicite quand même sur Marxfly et Carlito. Je trouvais ça très bien, bien Ouais, oui, trouvé. c'était pas mal. Mais la Et vidéo est donc, pas mal, la vidéo est pas mal. Après, il y a moi, je pas trouve la vie, y a il pas n'y de a grande pas trop critique de ce qu'on fait, d'arguments. je trouve. Oui, oui, il y a beaucoup de Non. tone policing. Il y Bon. a un peu d'explication, en fait, de différents courants d'économie. Il y Avec a, si, il y a le truc de Paul Cockshott à un moment il donné, y il a dit: un «Ouais, truc Paul Cockshott, il intéressant parle des sur prix». le cyber socialisme, etc. Mais, c'est un livre que j'ai lu là, et puis il y a le livre sur justement les Santiago Boys aussi dans la même veine, on pourra en discuter. Justement sur les expériences de gestion socialiste par la cybernétique et le calcul des prix en temps réel. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais ça c'est intéressant, c'est le plus intéressant quand il évoque ça. Il pourra aller plus loin. Ouais, mais si, Bon, après, il nous écoute peut-être pas assez, mais moi, je pense que cette histoire de calcul des prix, tout ça, c'est une perspective qui, pour moi, n'est pas communiste, tu vois? C'est-à-dire que quand tu as besoin de calculer oui, des prix, oui, c'est que tu as exactement. besoin Et d'avoir c'est un d'ailleurs- marché et donc tu as besoin de gérer une pénurie. Et nous, on considère que le communisme, c'est justement une société sans marché parce que, on l'avait dit, avec la sécurité sociale, par exemple. Je vais pas me mettre à consommer, 10 fois plus de rendez-vous chez le cardiologue parce que c'est gratuit, tu vois? C'est Alors, complètement con, tu vois? on pourra revenir ce qui est intéressant en fait, ce qui est intéressant dans les Santiago Boys et la cybernétique, c'est aussi pour ça qu'ils citent Oscar Lange, etc. C'est des gens pour qui la critique sur le calcul économique, c'est-à-dire justement le fait de quoi savoir produire pour fournir les besoins, là où justement Mises, Hayek, etc. disent, bah non, en fait, il n'y a que le marché qui peut permettre de gérer l'information, la multiple information pour gérer les besoins et quoi produire. Certains marxistes plus ou moins orthodoxes, mais plutôt hétérodoxes, vont prendre ça très au sérieux et vont dire, bah ok, nous, en tant que marxistes, on peut résoudre le calcul économique, et la cybernétique va essayer de faire ça. Cockshot, il est là-dedans, il dit, bah voilà, avec des algorithmes, etc., qui justement vont, mais vous allez voir après, avec l'explication sur les prix et les valeurs, en suivant les prix en temps réel, un peu partout, en centralisant justement les informations, parce que ce que va dire Hayek, c'est que justement, c'est des informations. Dans le prix, il y a des informations. Le prix relève de l'information entre le besoin et puis la production. Et ça, ils vont prendre ça au sérieux en disant, bah voilà, on va utiliser cette information, on va la maximiser, la centraliser, faire des algorithmes dessus, et ça va nous permettre de donner les bonnes instructions à la production. Voilà. C'est quand même très hétérodoxe parce qu'en fait, justement, c'est quand même donner raison, pour moi, aux néolibéraux et aux libéraux comme Mises, etc., qui justement vont dire, c'est le prix
dans cette valeur abstraite, enfin cette abstraction qui permet de réconcilier la sphère de la production et la sphère de l'échange. Or, justement, pour moi, le communisme, c'est justement d'arrêter de séparer ces deux sphères et de ne pas avoir besoin de cette information de prix pour les réconcilier. Donc c'est pour ça on peut faire une critique, quand on fait une critique à cette idée du prix comme source d'information, ben, il faut aussi faire la critique à des gens qui se prétendent, enfin, ils peuvent le prétendre, c'est pas grave, de toute façon, il y a plein de courants très opposés dans le marxisme, mais qui vont justement essayer de résoudre ce problème en se pensant marxiste, alors qu'en fait, justement, normalement, la tâche du communisme, c'est d'abolir la valeur et donc d'abolir le prix. Mais c'est intéressant parce que, en fait, ce que je comprends pas, c'est un peu comme avec Frio. C'est quand on dit si tu as le rapport de force pour faire ce que fait Frio, c'est-à-dire rendre tout en cotisation sociale et passer à la sécurité sociale pour tout, tu vois, et n'avoir plus que plus que des fonctionnaires dans la société. Si tu as le rapport de force pour ça, pourquoi tu passes pas au communisme? Et c'est pareil avec Cockshot au final. Si t'as le moyen de planifier la production assez bien pour produire parfaitement partout, tu vois, t'as un truc de ouf, tu vois, qui permet de produire exactement ce qu'il faut de farine et de savoir où l'allouer et tout. Et tu te dis, ça va me servir à calculer un prix. Alors que tu pourrais dire, ça va me servir à mettre de la disposition de la farine Non, des c'est gens un peu. et qu'ils Alors, l'utilisent, tu vois. C'est étonnant comme truc. non, mais dans Morozov ou dans Cockshot et dans tout le système cybersyn d'Allende, etc., c'est pas ça, justement. Au contraire, eux, ce qu'ils vont éviter, c'est ce qu'ils veulent pas reproduire, c'est la planification verticale de haut en bas et donc la normalisation soviétique. Parce qu'ils disent, bah voilà, les besoins sont mal alloués parce qu'on les connaît pas bien. Et eux, ce qu'ils vont essayer de dire, c'est de dire le prix est une bonne source d'information pour pouvoir planifier. Donc ils vont essayer de suivre le prix, suivre les évolutions du prix, les variations du prix, pour savoir s'il y a plus ou moins de demandes, etc. Et donc s'il faut plus ou moins de production, pour avoir justement un signal du bas vers le haut, pour pouvoir savoir quoi produire et quoi planifier. C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Mais je suis d'accord avec toi, quand en fait tu es capable de mesurer directement la demande en valeur d'usage, en marchandises, bah, tu n'as plus besoin du prix en fait. Tu peux directement. Et c'est là où on peut s'interroger sur les nouveaux systèmes justement qui vont interroger votre consommation, mais non pas à partir du prix. Les applis telles que Amazon, les applis telles que les courses en ligne, etc. Ça va donner directement, quand vous, par exemple, vous commandez en masse, je sais pas, tel livre sur Amazon ou en masse tel article, tel pot de yaourt, je ne sais pas pour quelle raison, sur une appli de course en ligne, bah, en fait, vous vous rendez compte que le prix n'a aucun intérêt pour vous donner l'information. Vous savez directement, du bas vers le haut, quel type de valeur d'usage produire. Mais ça, à l'époque, on n'a pas ça quand il y a Cybersyn d'Allende. Mais du coup, ce qu'il faudrait se poser comme question, justement, c'est de garder cette idée de cybernétique et de capter la multiplicité des besoins de base en haut pour ne pas reproduire l'expérience soviétique, mais sans avoir besoin finalement de ce prix comme source d'information. Justement, les applications qui mettent directement les valeurs d'usage à disposition sur un smartphone, sur un ordinateur, etc., bah, vous savez directement produire quel yaourt. Il n'y a pas besoin de savoir que... c'est-à-dire de se dire, tiens, tout le monde clique sur ce yaourt, donc le marchand va faire évoluer son prix, donc ça veut dire qu'il en faut beaucoup. Bah non, si tout le monde commande ce yaourt, il faut le réapprovisionner, point. Il n'y a pas besoin du prix entre les deux. Bah, oui, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, donc le prix n'est pas vraiment une info. Bah si, c'en est une, mais c'est pas la seule Bah, possibilité d'info en fait, dans la production. c'est une info, c'était une info qui paraissait pertinente à l'époque du marché, à l'époque, on va dire, de la production extrêmement éparse, divisée, avec plein de petits producteurs, etc. Plein de petits marchés. Dans un monde où la grande distribution est hégémonique, où les producteurs sont concentrés, ça devient une information de moins en moins nécessaire, le prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut directement relier la consommation et la production sans avoir besoin des informations que délivre le prix. Yes, yes, yes. Bon bah du coup, tu devais nous présenter un truc sur prix et valeur parce que tu t'es emmêlé les pinceaux et tu t'es fait terminer ta carrière.
Tout à Donc il fait. va peut-être falloir un peu que tu remettes, les points sur les i. Non, mais ce serait bien que, avant justement de faire, tout ce debunk, de toute une série sur le marxisme, les gens soient au clair. Parce que moi, je trouve que quand on traverse la vidéo, on est au clair, mais c'est vrai que si on écoute que des petits bouts par-ci par-là, c'est pas si évident pour tout le monde, tu vois? Et Bah en oui, fait, il y a des choses qui paraissent évidentes quand tu sais déjà, qui ne le sont pas, tu sais, quand tu sais pas forcément, tu vois? Et donc du coup, quand on est un peu en mode rigolade, en train de parler, c'est moins facile qu'avec un diaporama et une vidéo, vraiment ressource comme celle qu'on est en train de tourner, ce soir, quoi. tout à fait. Ouais, Alors, donc du coup, tu nous as partagé, ton truc. Hop, tac, voilà. Donc, la vision fétichiste de Mos Majorum, la réduction de la valeur à l'objet, une qualité propre dans un, contexte, d'échange et de ces situations, particulières. Raconte-nous ça. ouais, alors ce que nous, pourquoi à un moment on est confusant, bah aussi parce qu'on rigole et qu'on n'avait pas, on n'était pas du tout parti pour faire une vidéo sur l'écart valeur et prix. Ce qu'on voit chez Mos Majorum, c'est que lui, il considère pour n'importe quel objet que valeur et prix sont des concepts interchangeables, comme si c'était deux mots qui recouvraient le même concept. Et donc pour lui, je vous ai fait des petites animations, bah, pour un objet, il a une valeur prix. Voilà, vous pouvez l'appeler comme ça, valeur prix. Vous voyez, là, je les ai collés, etc. Et bah, cette valeur prix, elle est attachée à l'objet, ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise. Mais il essaye d'y mettre de la subjectivité, comme font ses maîtres, là, Mises, etc. En disant, bah non, en fait, c'est pas une valeur objective. C'est dans l'objet, mais c'est pas une valeur objective. C'est en fonction d'une situation particulière. Et donc, cette situation particulière va être influencée par un fort besoin qu'on peut traduire par une forte demande. Donc, si vous voyez, hop, attendez, voilà, si vous voyez une demande baisser, eh ben si la demande augmente, ben, ça fait augmenter le prix. Si la demande baisse, ben, ça fait baisser le prix, prix-valeur. Voilà. Vous voyez, si elle augmente, ben, vous voyez, vous allez voir la valeur prix augmenter. Super, le mec a lu tous les livres pour nous dire que le prix augmente quand la demande augmente, quoi. Super. Voilà, c'est ça. Ce que va faire Marx, lui, va justement, et c'est vrai, hein, essayer de. Il va d'abord considérer que la valeur et le prix, c'est des choses totalement différentes. Le prix est toujours effectivement dans la sphère de l'échange. Et par contre, la valeur, ça, ce qui est intéressant, c'est dans la sphère de la production. Il va montrer qu'effectivement, il y a un caractère objectif de la valeur, ce qui va permettre justement aux capitalistes, on va le voir ensuite, de faire leur profit, qui est normalisé par les rapports de production. Ce n'est pas contenu dans l'objet, ce caractère objectif, c'est contenu dans les rapports de production, c'est-à-dire le processus de production de l'objet. Et c'est ça qui va définir sa valeur. Vous voyez donc dans la vision de Marx, bah, si la demande augmente, le prix augmente. Ça marche pareil que chez Mos Majorum. Mais la valeur, elle, reste constante. De la même manière, si le prix baisse, vous allez faire baisser, enfin le prix va baisser, mais la valeur, elle, reste constante. C'est ça où on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, parce que ce qu'on disait, c'est que à Mos Majorum, on essaye de lui faire comprendre que l'écart entre le prix et la valeur va permettre de réaliser ou non le surprofit. Quand vous avez un prix qui tourne autour de la valeur, des fois il est en dessous de la valeur, des fois il est au-dessus de la valeur. Ce que va dire Marx, c'est qu'ils vont tendre à être à la fin identiques en moyenne, justement par l'intersubjectivité de toutes les productions capitalistes. Mais en tout cas, le prix, lui, varie, mais la valeur, elle, va être constante parce que justement, elle est attachée aux rapports de production qui ont produit l'objet. Alors, je Donc vous attends, là, lis. dans cette situation-là, dans la valeur, d'échange qui est à gauche, Ouais, on a, je sais pas, une partie qui est allouée à l'allocation de la force du travail du producteur. on va le voir après, on va le voir après. On va le voir Mais après. donc du coup, ce que je veux dire, c'est que là, si tu vends à un prix plus bas que la valeur, et ben par exemple, tu pourrais très bien ne pas, comme tu disais, ne pas réaliser la survaleur, c'est-à-dire ne pas faire de profit, tu vois. Tu C'est pourrais ça, vendre à perte. c'est ça, exactement. Donc, on Mais va la le voir valeur ensuite. serait quand même plus haute. La valeur serait plus haute que le prix dans ce La cadre-là, valeur, quoi. elle n'a pas changé, parce qu'elle est dépendante de ce que Marx, qui est un grand écrivain, va appeler le laboratoire secret de la production. Alors je vous invite à lire Le Capital, donc c'est dans le chapitre 6.
Marx vient d'expliquer dans tous les chapitres justement ce que c'est la valeur, etc. Et il va expliquer justement dans le chapitre 6 l'exploitation de la force de travail. Et donc il a ces mots. Nous allons donc, en même temps que le possesseur d'argent et le possesseur de force de travail, quitter cette sphère bruyante de la consommation, etc., où tout se passe à la surface et au regard de tous. Vous voyez, ça c'est l'échange. Pour les suivre, tous deux, dans le laboratoire secret de la production, sur le seuil duquel il est écrit, il l'écrit en anglais, No admittance except on business. N'entrez pas ici, sauf pour les affaires. Nous allons voir comment non seulement le capital produit, mais encore comment il est produit lui-même, la fabrication de la plus-value, ce grand secret de la société moderne va enfin se dévoiler. Voilà. Ça, c'est marqué dans le texte. Livre 1, chapitre 6. C'est vraiment un chapitre trop bien écrit, etc. Bah, je pourrais vous lire la suite. Mais donc, vous voyez, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'une fois qu'on a séparé le prix et la valeur, comme l'a fait Marx, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache dans la sphère de production, qu'est-ce qui se cache derrière la valeur. Qu'est-ce qu'on a dans la valeur? Le capital constant, les marchandises, les machines, voilà, ce qui n'évolue pas, etc., pour produire de la marchandise. Voilà. Quand je dis les marchandises, c'est les matières premières. Voilà. Pour produire de la marchandise, il faut des marchandises, matières premières, ensuite des machines, etc. Vous allez ensuite avoir le capital variable, donc ça c'est la grande découverte de Marx, c'est la marchandise, travail abstrait, c'est la force de travail. Voilà. Et c'est cette marchandise-là qui va vous permettre de faire le troisième niveau de la valeur. Ah, donc Marx, il considère les gens comme des marchandises. Ah bah super. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et il va mettre la plus-value, voilà, qui va être source de l'exploitation du capital variable. Et tout ça va former la valeur. Et c'est là où on disait justement, bah oui, effectivement, pour que le capitalisme fasse du profit, il faut que le prix tende vers la valeur, tu vois. S'il est en dessous, comme tu l'as dit, bah, on ne pourra pas réaliser la plus-value. Et donc, Marx va dire, bah, ça bouge, mais ça va quand même tendre l'un ou l'autre. Les deux sont différents, parce que les deux varient pour des raisons différentes, mais ça tend l'un vers l'autre. Il n'y a pas une identité entre les deux. Je ne sais pas si tout le monde suit. Je sais pas Si, si tout le monde suit, voilà. ouais, c'est très clair. Hein. Voilà, et donc ça, c'est vraiment ce que va dire Marx. Donc là, il va montrer que cette valeur, elle n'est pas contenue dans l'objet, mais vous voyez, elle est contenue dans son process de production. Le fait de mettre en marge du capital, des marchandises de matières premières, du capital variable, et ensuite d'exploiter ce travail, le capital variable, etc., va vous donner la valeur de la marchandise. Donc, Il y a des questions dans le chat, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui dit la plus-value, c'est pas la différence entre prix et valeur. Bah justement, c'est Ah quelque non, chose. justement non. Voilà, c'est quelque chose justement où Chris avait dit ça dans la dernière vidéo, mais en confondant prix et valeur parce que Moss Majorum confondait prix et valeur et du coup c'était le bordel. Et justement là, le but c'est de montrer que c'est pas non, ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, dans la plus-value, elle est, vous voyez, il n'y a pas d'écart entre le prix et la valeur là, mais il y a de la plus-value parce qu'elle est attachée à la valeur et elle est dans l'exploitation. Donc si tu vends au prix exactement de la valeur d'échange, tu fais ta plus-value. Exactement. Et donc, tu le transformes en monnaie. Donc vous voyez, quand vous allez transformer, donc ici, plus-value, si vous divisez la plus-value par ça plus ça, vous avez ce qu'on appelle le taux de Attends, j'ai pas suivi. Si vous divisez la plus-value par V plus C, vous avez ce qu'on appelle le taux de profit. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment fondamental chez Marx. Et comme tu disais, effectivement, ce qui va être important, parce que ça reste théorique pour l'instant. Pour l'instant, ça, c'est une valeur non réalisée. Ça, c'est de l'argent, une accumulation non réalisée. Comme tu l'as dit après, la formule fondamentale de Marx, c'est la transformation de l'argent en capital. A, M, A'. Donc vous avez A ici, votre capital variable, votre capital constant. Si vous le vendez à ce prix-là, c'est-à-dire au niveau de la valeur avec la plus-value, vous avez dépensé A, vous avez fabriqué cette plus-value en dépensant A, vous le vendez, vous le transformez en une marchandise que vous vendez à ce prix, identique à la valeur, et donc vous avez A', vous récupérez en argent votre plus-value. On va le montrer, ce qu'on disait tout à l'heure, quand le prix
peut varier parce que vous voyez, ça reste, le prix va augmenter ou baisser. Et ben vous avez soit des moments où, hop, je reviens, vous avez soit des moments où votre profit il est supérieur par effet de marché, mais ça n'a rien à voir avec de la surexploitation, ou votre profit il est non réalisé parce que vous avez vendu à un prix trop bas. Voilà. Donc si vous avez un écart entre le prix et la valeur, c'est possible. Hein. Pour Marx, eh ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un bénéfice supérieur, mais qui n'est pas dû à l'exploitation, qui est un effet de l'offre et la demande. Voilà. C'est en ce moment ce qui se passe. Voilà. Et puis si, comme tu le disais tout à l'heure, Padu, bah, vous avez un prix inférieur à votre valeur, et ben là, pour des raisons de crise économique, etc., et ben là, vous avez un profit qui ne va pas être réalisé parce que vous n'avez pas réussi à transformer cette vision théorique en argent, voilà, en A', comme le dit Marx. Voilà. Et vous faites faillite. Et Et vous faites ce qui est intéressant aussi, c'est la baisse tendancielle du taux de profit, où vous avez le capital constant qui grossit constamment. Plus tu deviens un gros capitaliste dans l'histoire, plus il te faut de machines et tout. Donc tu fais grossir C. c'est ça. Et donc du coup, ton taux de profit qui est PL divisé par V plus V C, plus C. bah, il est de plus en plus petit, quoi, ton taux de profit. Et Bah, donc c'est il surtout faut parce que qu'il y ait de V la est de guerre plus pour en détruire plus du capital constant. Par exemple, si tu veux faire remonter ton taux de profit, ou alors que tu surexploites pour faire diminuer V, quoi. Mais parce qu'en fait, quand tu vas faire augmenter le capital, tu vas faire tendanciellement diminuer V, d'accord? Et donc, puisque tu fais diminuer V, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu as besoin pour travailler, en fait, tu as beaucoup de machines, beaucoup de marchandises, très peu de capital variable. Et donc, comme il te reste très peu de capital variable, bah, comme c'est que le capital variable que tu exploites, et bah, tu ne peux pas faire beaucoup de plus-value. Donc, PL divisé par V plus C va être tendanciellement à la baisse. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une formule qui vous donne la baisse tendancielle du taux de profit, mais c'est aussi parce que ça derrière, ce que montre bien, hein, c'est des rapports de production. Ici, vous avez le prolétariat dans le cas. Quand le capital justement tend à vouloir augmenter son profit, il augmente son capital constant, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça veut dire qu'il rentre en contradiction avec le capital variable. Et donc, c'est pas simplement une formule qui vous... C'est ça la force de Marx, c'est pas simplement une formule économiciste qui vous donne comment réaliser de la plus-value, etc. Il vous dit, pour pouvoir toujours réaliser de la plus-value, il va falloir surexploiter ce V, qui sont des gens, mais que vous allez devoir essayer de réduire, donc surexploiter. Et donc, ça vous dit que derrière cette tendance à vouloir faire plus de plus-value, à réaliser plus de profit, il y a une surexploitation et donc la lutte des classes. Donc, la baisse tendancielle du taux de profit, c'est pas simplement la formule de la... C'est pas simplement une formule économique, c'est une formule historique et sociale qui vous dit, derrière ça, il y a la lutte des classes. Vous pouvez pas croire à la baisse tendancielle du taux de profit si vous ne croyez pas à la lutte des classes. Et inversement, si vous croyez qu'il y a une lutte des classes entre le prolétariat et les capitalistes, alors il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Il y a quelqu'un qui dit, je comprends pas ce que c'est la plus-value. Bah, c'est issu du surtravail. En gros, tu Voilà, c'est ça, loues une force de travail c'est à la quelqu'un survaleur. Voilà. qui produit, mais tu le payes jamais. Bah, si tu payais autant le mec que tu faisais bosser que ce qui te rapportait, bah en fait tu gagnerais rien à la fin. Donc tu fais bosser un mec 8 heures, mais sur les 8 heures, en fait, il passe 5 heures à produire, par exemple, pour financer son salaire, et puis il y a 3 heures qui produit pour toi, parce que tu es propriétaire des moyens de production. Bah, c'est ça la Exactement. plus-value, quoi. Tu fais Exactement. surtravailler des gens, quoi. Voilà. Ici, votre C'est ce capital, truc qui n'existe pas pour les libéraux. Hein. Selon C'est pour ça Ross Jérôme, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exploitation. c'est pour ça que le capital, ici, il est variable, il peut être fait varier, plus ou moins, pour faire plus ou moins de plus-value, justement. Et donc, ça veut dire que là, ici, votre capital, vous allez le payer pour 3, alors que vous allez lui faire 6. Alors là, j'ai pas, ouais, on va dire 4. Vous allez le payer pour 4, alors, pour avoir les proportions, alors que vous allez le faire, lui fabriquer 6. Et donc, vous en avez 2 en plus-value. Voilà. Et donc, bah, vous avez une valeur de votre marchandise qui est supérieure comme dit, voilà, A, M, A'. Vous avez une valeur de votre marchandise que vous allez pouvoir revendre à un prix qui est supérieur à ce que vous avez dépensé comme argent au départ pour pouvoir la fabriquer.
Mais c'est bien parce Et que c Most Majorum t'aura permis de bosser Marx, tu vois, pour éviter de dire des conneries sur Marx, et il t'aura permis de le lire, je pense, tu vois, au moins. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça m'a fait rire quand il y a des gens qui sont venus me chercher là-dessus. Mais tu sais très Ah non, bien mais qu'en plus, en même temps, non, c'est vrai qu'il y avait un moment donné où, mais c'était pas forcément. Enfin, toi, je pense que non, c'était moi clair ce dans que je ta tête, tu voulais, vois, mais comme Most Majorum dit prix pour valeur, toi, quand tu dis prix, on sait pas si t'entends prix dans la bouche de Most Majorum ou dans ta bouche, et ben en fait, à la fin, on comprend plus rien, tu vois. moi ce que je voulais dire à Mos Majorum, mais c'est pour ça, mais je reconnais hein, que dans la rigolade, etc., on n'a pas forcément été très clair. C'est de dire si le prix, vous voyez, si le prix était toujours à la valeur, en fait, il n'y aurait pas de possibilité, enfin, ça tend vers la même chose, mais il n'y aurait pas possibilité, par exemple, de faillite, tu vois, ou d'inflation entre les deux, justement. Parce qu'en fait, le taux de profit serait toujours, tu vois, identique. C'est ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est même pas ça. C'est même pas ce détail-là. Ça, c'est un étape d'après. Ce que je voulais lui faire comprendre, c'est déjà, que valeur et prix ne sont pas la même chose. Ils sont la même chose que quand tu parles de la sphère de l'échange. Voilà. Mm. Et donc, c'était déjà de les séparer entre les deux pour dire, bah voilà, cet écart entre les deux fait que des fois, il y a des crises et que des fois, il y a des profits non réalisés et que des fois, qu'il y a des profits réalisés. Mais ça ne veut pas dire que la réalisation du profit vient d'un écart entre prix et valeur. Voilà. La réalisation du profit vient quand le prix et la valeur sont au même niveau et que cette marchandise a fabriqué de la plus-value. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah, très bien. Est-ce que, bah, attends, est-ce que je lis un commentaire désobligeant de YouTube Tu peux. qui nous disait erreur de crise sur la différence entre prix et valeur. La valeur d'une marchandise, c'est la proportion dans laquelle elle est échangeable avec d'autres marchandises, comme de la monnaie, dans des conditions moyennes données. Or, dans les conditions moyennes, cette valeur mesure le temps de travail socialement nécessaire dépensé pour la produire. Celle-ci étant supérieure à la valeur de la force de travail dépensée dans cette même durée, le capitaliste peut en extraire un profit. Il lui suffit de payer un salaire moyen égal à la valeur des biens nécessaires au travailleur pour reproduire sa force de travail. Le profit est alors la différence entre la valeur de la force de travail et la valeur de la marchandise que cette force de travail a produite. Bon, moi, je pense que là, ça, on l'aura expliqué. Bah oui, bien sûr. Non, Le mais les prix gens. d'une marchandise particulière, c'est la quantité de monnaie qui est exigée pour la cession de celle-ci. Donc là, on se retrouve du côté droit, du côté des échanges. Et voilà. Non, mais c'est cool, on a quand même un public aussi qui suit un petit peu et qui n'est pas gaga devant le truc, Ouais, mais c'est bien. En devant les plus, calculs. moi, je reconnais enfin, tu vois, moi, ce petit PowerPoint, il m'a pas pris longtemps à faire, tu vois. Je reconnais que quand on est parti sur Mos Majorum, on était plutôt dans la rigolade et on va un peu vite. Donc là, c'était l'occasion de montrer ça. Je sais pas si c'est pour tout le monde dans le chat, c'était clair et ça vous aide à comprendre des concepts. On pourrait le faire d'autres fois hein, sur d'autres concepts, mais je trouvais que c'était bien de le représenter avec, tu vois ce que je veux dire, avec des diagrammes, etc. Parce que c'est pas toujours facile à expliquer et à se représenter quand on le fait verbalement. Ouais, non, là c'est très bien, c'est très bien. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous permettre d'avoir plus de valeur ou de prix ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à vous abonner à Position Revue sur Twitter, sur Blue Sky, moi sur Twitter et sur Blue Sky aussi. Et n'hésitez pas à aller lire le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin sur position-revue.fr. Sur ce, on vous dit à plus.